la philosophie, elle me semble relativement claire et discutable. La philosophie, c'est cette idée très répandue, pas simplement en France, dans une bonne partie de l'Europe, cette idée qu'il y aura une sorte d'opposition d'intérêts entre ce qu'on appelle les insiders et ce qu'on appelle les outsiders. Les insiders, ce sont ceux qui ont un emploi, et les outsiders, ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a cette idée que pour améliorer la situation de l'emploi, on peut de dégrader la situation de ceux qui ont un emploi. C'est tout à fait redoutable, et la France n'est pas la seule, loin de là, à aller dans cette direction. Et les recommandations de la Commission européenne, depuis un certain nombre d'années, vont exactement dans le même sens. Donc, la philosophie générale, c'est que, en touchant au Code du travail, on va lutter efficacement contre le chômage. Il faut savoir, il faut rappeler que le lien de causalité entre le Code du travail et le chômage n'a jamais été établi. Et malheureusement, c'est devenu une sorte de leitmotiv, de banalité, que de dire que le Code du travail serait responsable du chômage. Alors évidemment, comme on ne trouve pas les réponses économiques pour lutter contre le chômage, eh bien, il faut bien trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est devenu le Code du travail. Alors, pour justifier la mise en responsabilité du Code du travail, on prend les exemples étrangers. Et malheureusement, on prend toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire essentiellement l'Espagne et l'Italie. En Espagne et en Italie, on a eu des réformes drastiques du droit du travail, d'un côté, et de l'autre, on a eu une baisse du chômage. Est-ce que ça veut dire que la baisse du chômage est liée à la réforme du droit du travail? Absolument pas. En réalité, on n'en sait rien. Je vais vous prendre deux exemples. En Italie, on a fait ce qu'on appelle le plafonnement des indemnités de licenciement, sachant qu'il s'agit, et c'est pareil en France, il s'agit des indemnités pour licenciement injustifié. Il est très important de dire que lorsqu'on parle du plafonnement des indemnités en France, c'est bien du plafonnement des indemnités pour licenciement injustifié dont on parle. Parce que les salariés ont aussi droit à une indemnité qu'on appelle l'indemnité légale de licenciement. Celle-là, elle est valable, peu importe que le licenciement soit justifié ou pas. Celle-là, elle est prévisible et c'est tout à fait normal. Mais l'indemnité qui pose problème, c'est celle pour licenciement injustifié. Donc en Italie, ils ont plafonné l'indemnité pour licenciement injustifié. Et effectivement, quelques mois après, le chômage a baissé. Sauf que, en même temps qu'ils ont plafonné les indemnités de licenciement, ils ont appliqué une politique d'exonération de charges patronales très importante, puisque la première année, c'est 8 000 € par salarié. Et donc, lorsque vous discutez avec les collègues italiens, ils vous disent on est incapable de dire si la baisse du chômage en Italie est liée au plafonnement des indemnités de licenciement ou aux exonérations de charges, ou même à la reprise économique. Donc le lien de causalité, il n'est pas prouvé en Italie. En Espagne, c'est à peu près la même chose. Ils ont fait un contrat, dont je n'ai plus le nom en tête, mais un nouveau contrat de travail, avec des exonérations de charges patronales très fortes. Et quelques mois plus tard, on a eu une réforme très importante des CDD et du licenciement économique. Si bien que là encore, il n'est pas possible de dire que la baisse du chômage en Espagne, et au passage il reste très important,
est liée ou pas à la réforme du droit du licenciement. Et puis, au passage, ce n'est pas négligeable, baisse du chômage en Espagne, mais explosion de la précarité. Hein. Et ça, c'est une vraie question. Lorsqu'on nous dit dans beaucoup de pays qu'il y a une baisse du chômage, ok, on crée des emplois, mais il faut voir quel emploi. Il faut voir quel emploi. Ça, c'est une vraie question. Voilà. Ça, c'était pour les exemples étrangers. On pourrait en prendre d'autres, des exemples étrangers. Et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un contre-exemple. L'Allemagne a un indice de protection de l'emploi supérieur à celui de la France. En Allemagne, on n'a pas décidé de réformer le droit du licenciement économique. On n'a pas décidé de faciliter le licenciement. Et pourtant, le taux de chômage est bien meilleur que le nôtre. Autre contre-exemple, j'ai invité dans mon université cette semaine, un collègue japonais. Et mon collègue japonais me disait que, alors que le gouvernement japonais est un gouvernement de droite, hein, il m'expliquait que le gouvernement japonais avait annoncé une hausse sans précédent du salaire minimum, 3%, alors que les années précédentes, c'était 1%. Et le gouvernement japonais a, il y a quelques semaines, consacré le principe à travail égal, salaire égal. Et là-bas, il est hors de question de toucher au droit du licenciement économique, qui est l'un des plus protecteurs au monde. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent que, et ça c'est très important, que si on touche aux protections des salariés, on porte atteinte à la productivité du travail. Parce qu'évidemment, la France est 4e au monde sur la productivité du travail. La protection assurée aux salariés par le droit du travail n'est certainement pas pour rien dans le très haut niveau de productivité du travail en France. Voilà, donc ça c'était pour les exemples étrangers. Il y a une autre crainte, un autre risque que fait peser cette idée qu'il faudrait mettre en opposition les salariés et les chômeurs. Le droit du travail, il s'est construit sur l'opposition entre les salariés et les employeurs. Alors peut-être que le mot opposition n'est pas le bon, peu importe. Mais en tout cas, dans le droit du travail, il y a cette idée de base qu'il existe un lien de subordination entre les salariés et les employeurs. Le lien de subordination, ce n'est pas ce qu'on appelle une fiction juridique. En droit, il y a des fictions juridiques. On apprend à nos étudiants en première année que les radiateurs, ce sont des immeubles par destination. Alors évidemment, qu'un radiateur soit un immeuble, c'est une fiction. Mais le lien de subordination entre le salarié et l'employeur, ce n'est pas une fiction. D'abord, c'est une réalité. Et ensuite, c'est le critère du contrat de travail. Et donc, à force de construire le débat autour de l'articulation entre salariés et chômeurs, ou entre l'opposition d'intérêts entre salariés et chômeurs, on est en train de laisser de côté l'opposition structurante du droit du travail entre les salariés et les employeurs. Je crois qu'il est très important de dire que la protection des salariés, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option à laquelle on peut renoncer, même au nom de la lutte contre le chômage. Parce que la protection, c'est la contrepartie de ce lien de subordination qui est au fondement du droit du travail. Alors ce qui est inquiétant, c'est du coup, on sort de l'opposition entre salariés et employeurs et on crée de nouvelles oppositions. Alors, l'opposition entre salariés et chômeurs, l'opposition entre titulaires de CDD et titulaires de CDI, l'opposition de plus en plus mise en avant par ceux qui nous annoncent la fin de la subordination, la fin du salariat, l'opposition entre salariés et indépendants. Et puis, il y en a une qui risque de nous arriver, c'est l'opposition entre les salariés et les consommateurs. Celle-là, elle est tout à fait redoutable. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin parce que celle-là, elle appelle une petite explication. La réforme en cours, en France et dans beaucoup d'autres pays, va amener à donner plus de poids aux accords d'entreprise, à la négociation d'entreprise.
ça risque de favoriser le dumping social. C'est-à-dire que ça risque de favoriser le fait que les entreprises se concurrencent par les règles sociales. Si c'est la loi qui définit les règles, ou même si c'est une convention de branche qui définit les règles, ça veut dire que les règles sont les mêmes, ou à peu près les mêmes pour tout le monde. Mais à partir du moment où vous dites que le droit du travail doit se construire dans les entreprises, ça veut dire que la règle peut être différente d'une entreprise à une autre. Ça veut dire que les entreprises vont pouvoir se concurrencer sur les règles sociales. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, où le droit du travail est essentiellement construit sur la négociation d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le phénomène Walmart. Walmart, c'est le plus grand supermarché du monde. Walmart joue sur les règles sociales parce qu'il le peut aux États-Unis. Ça veut dire que des rémunérations très basses et l'absence de syndicats dans l'entreprise. Quand un supermarché Walmart s'installe dans une localité, qu'est-ce qui se passe? Walmart pratique des prix très bas. Des prix très bas. Pourquoi? Parce que comme Walmart peut jouer sur les règles sociales, eh bien, Walmart applique une politique sociale extrêmement peu favorable aux salariés et du coup pratique des prix très bas. Qu'est-ce qui se passe pour les concurrents de Walmart? Quand Walmart vient s'installer dans une ville, les concurrents sont obligés de s'aligner sur les prix, sinon ils ferment. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent en même temps les règles sociales. C'est tout à fait redoutable parce que ça crée un conflit d'intérêts entre les salariés et les consommateurs. Ça crée un conflit très compliqué, y compris politiquement d'ailleurs, très compliqué, entre le phénomène du dumping social et le phénomène du low cost. Donc voilà, ça c'est connu aussi en Angleterre. Et on commence à le voir sur la question du travail du dimanche en France, où on voit déjà apparaître une sorte de conflit d'intérêts entre les intérêts des salariés et ceux des consommateurs. C'est très compliqué, parce que là, on est en face des mêmes personnes. On n'est pas en même temps salarié et chômeur, mais on est en même temps salarié et consommateur. C'est presque schizophrène, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc, la philosophie générale de la réforme, qui est de lutter contre le chômage, pour moi, elle est profondément discutable. Il y en a une autre. C'est la simplification. C'est cette idée très présente que l'on doit réformer, que l'on doit réécrire le Code du travail parce que c'est trop compliqué. Je ne fais pas partie de ceux qui nient la complexité du droit du travail. D'ailleurs, je crois qu'à peu près personne ne nie que c'est compliqué le droit du travail. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas régler la situation des petites entreprises différemment de celle des grandes entreprises. On ne peut pas accorder des dérogations, etc., sans que le droit soit compliqué. Et d'ailleurs, la complexité et l'épaisseur du code n'est pas forcément une mauvaise chose. Une grande partie des règles sont des règles de santé et de sécurité dans le Code du travail. Pourquoi est-ce qu'on a autant de règles sur la santé et la sécurité? Ce n'est pas parce que le législateur avait envie de créer de la norme, bien sûr que non. C'est parce que les connaissances sur la santé et la sécurité se sont enrichies au fil du temps. Les connaissances se sont enrichies, la règle de droit s'est enrichie en même temps. Est-ce qu'il faut réécrire le code pour simplifier? Mais non. Bien sûr que non. Je vais vous donner un exemple. Prenons un médicament. Un médicament qui est compliqué à utiliser. Est-ce que la solution, c'est de le retirer du marché et d'en refaire un autre, alors que ce médicament marche? Ou est-ce que c'est de revoir la notice? De revoir la notice pour que ce médicament soit plus lisible dans son utilisation. Pour moi, très clairement, il faut revoir la notice. C'est pareil pour le code. La réponse à la complexité du droit du travail, ce n'est pas d'écrire un nouveau code. C'est l'accessibilité du droit. C'est l'accès au droit. Et je dis ça au nom des salariés, mais aussi pour les petits chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils disent? Et moi, je l'entends volontiers. Ils disent qu'ils ont du mal à appliquer le code du travail parce qu'ils n'ont pas
les ressources juridiques en interne. Ils n'ont pas, comme les grandes entreprises, leurs juristes, leurs DRH, etc. OK. Mais on ne va pas, au nom de cette difficulté des chefs de petites entreprises à appliquer le code du travail, réécrire un nouveau code. Parce qu'un nouveau code, si on l'écrit en 2 ans, ce n'est pas 2 ans pour l'assimiler, le nouveau code. C'est des décennies entières pour que les inspecteurs du travail, pour que les juges, pour que les avocats, etc., se le réapproprient. C'est des dizaines d'années. Et puis la jurisprudence, si on écrit un nouveau code, elle va sauter. Parce qu'on n'est pas à droit constant. Et quand on réécrit et que ça n'est pas à droit constant, la jurisprudence, elle ne survit pas. Donc voilà, donc la solution pour moi, c'est de développer un vrai service public, un véritable service public de l'accès au droit, notamment à destination des salariés et des patrons de petites entreprises. Ça se fait notamment aux États-Unis. Et je pense que si on voulait vraiment simplifier, c'est plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller, plutôt que d'écrire un nouveau code du travail. Alors, il y a une troisième finalité qui, elle, n'est pas officielle, mais que l'on retrouve dans une disposition, pour moi, très discutable du code de la réforme. C'est cette idée que le droit du travail est un frein pour attirer les investisseurs étrangers. On entend depuis longtemps que le droit du travail français freine les investissements étrangers. Eh bien, la réforme du licenciement économique qui se trouve dans ce texte, qui n'était pas prévu, répond, pour moi, nécessairement, parce que je ne vois pas d'autre explication, à cette préoccupation. Mais à ce moment-là, si on accepte cette argumentation, comme quoi le droit du travail est un frein à l'investissement étranger, bon, on n'a qu'à supprimer tout le code. Tout le code. Alors cette règle qui est très discutable, vous en avez peut-être entendu parler, je pense, c'est sur le périmètre d'application du licenciement économique. Aujourd'hui, un groupe international florissant ne peut pas licencier les salariés de la filiale française, parce que le juge va apprécier le motif du licenciement par rapport au périmètre mondial du groupe. À suivre le texte, ça va être possible, puisque aujourd'hui le périmètre d'appréciation du motif c'est le monde, demain c'est uniquement la France. Donc la filiale française va être en ligne de mire, alors même que le groupe est florissant. C'est tout à fait discutable, et en plus ça va dans le sens inverse de ce qu'étaient les évolutions du droit du travail jusqu'à présent. Le droit du travail a évolué pour mieux prendre en compte la réalité des groupes d'entreprises. On fait exactement l'inverse. Et quand on est dans un mouvement de mondialisation, on ne va pas de l'international vers le national. On fait l'inverse. Hein ? Donc voilà, donc, pour ce qui est de la philosophie générale, que ce soit la lutte contre le chômage, que ce soit la simplification, ou que ce soit le fait d'attirer des investisseurs étrangers, les réponses apportées par le projet de réforme ne me semblent pas du tout adéquates. Alors, ensuite, ça c'était pour les finalités. Ensuite, il y a les faux semblants. Il y a les faux semblants de la réforme. Et il y en a au moins 2 qu'il est important de dire. Le premier, c'est cette idée que le droit du travail français est rigide, que le code du travail est un carcan. Ce n'est pas le cas. D'abord, on peut négocier des accords collectifs en France. Il n'y a pas un besoin absolu de déverrouiller, pour reprendre une expression très à la mode, la négociation collective. Vous savez combien il y a d'accords d'entreprise par an en France ? 35 000. Donc il est parfaitement possible de négocier des accords collectifs aujourd'hui. Simplement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le principe de faveur. Le principe de faveur, c'est un principe absolument essentiel. Et je suis très inquiet lorsque je lis le projet de réforme, parce que
on n'arrive pas à savoir quel va être le sort du principe de faveur. Le principe de faveur, c'est quoi? C'est l'idée que lorsque vous avez deux normes qui s'appliquent, on applique la plus favorable aux salariés. Ce principe, il n'est pas là par hasard. Il est lié à ce que je disais tout à l'heure. Il est lié au fait que l'on est dans un rapport de subordination juridique. Ce principe de faveur, il a reculé au fil des années. Et je considère que ce n'est pas un gouvernement de gauche de poursuivre ce recul. Et malheureusement, ce texte le poursuit sur certains sujets, notamment un sujet qui est tout sauf anodin, la majoration des heures supplémentaires. Sur la majoration des heures supplémentaires, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez une règle, c'est 25% de majoration pendant les 8 premières heures. Et il est prévu que par accord collectif, on peut descendre jusqu'à 10%. Donc au lieu de 25, 10%. Mais actuellement, les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent empêcher que par accord d'entreprise, on descende à 10%. Eh bien, le projet va empêcher le verrou de la branche, c'est-à-dire va empêcher les partenaires sociaux au niveau de la branche de faire que dans l'entreprise, on ne descend pas en dessous des 25%. C'est un recul de plus du principe de faveur. Donc on peut négocier aujourd'hui, mais dans le respect du principe de faveur. Demain, on pourra négocier, peut-être plus, mais je ne suis pas sûr que ce sera dans le respect du principe de faveur. Ensuite, sur le licenciement. Mais on peut licencier en France. On entend beaucoup qu'on ne peut pas licencier en France. Mais bien sûr qu'on peut licencier en France. Et on peut aussi conclure des ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles, c'est 350 000 en 2014. C'est 2 millions depuis 2008. Donc, bien sûr que l'on peut rompre des contrats de travail. C'est une évidence. Donc voilà, donc, premier faux semblant, le droit du travail, il est rigide. Non, il est pas rigide. Et il accorde déjà, bien sûr, des possibilités de flexibilité aux entreprises. Les 35 heures, aujourd'hui, il y a déjà énormément de souplesse dans la loi. Je ne pense pas du tout qu'il y ait besoin de rajouter des souplesses. Il est déjà possible de moduler les 35 heures sur 1 an. Est-ce qu'on a besoin de passer à 3 ans? 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, il touche ses heures supplémentaires au bout de 3 ans. Bon, c'est pas sérieux. Alors, effectivement, dans la dernière mouture du texte, il faut un accord de branche. Bon, ok. Mais est-ce que la réforme a besoin de prévoir une modulation sur 3 ans? Ça, c'est le premier faux semblant. Deuxième faux semblant, très difficile à démonter, mais c'est très important. Ce qui est négocié est forcément juste. Il y a cette idée qui est véhiculée un peu partout, que ce qui est négocié, y compris et surtout collectivement, par accord collectif, c'est forcément juste. Non. Il faut arrêter de dire qu'un accord collectif est forcément juste. Non. Il peut ne pas être juste et être très déséquilibré. Alors évidemment, effectivement, il y a des accords collectifs qui sont équilibrés. Mais dans un état de droit, et ça c'est très important à mon avis, on ne peut pas tout construire sur la confiance. Moi, on me pose souvent cet argument de dire « vous n'avez pas confiance dans les partenaires sociaux ». Ben si, j'ai confiance dans les partenaires sociaux. Mais la loi, c'était justement de dire, eh bien dans certains cas, y compris des partenaires sociaux, peuvent construire quelque chose de complètement injuste. Eh bien il faut qu'il y ait les verrous. Il faut qu'il y ait les verrous. Et les verrous, ils ne sont pas là. Donc les verrous, il y en a 3 sur les accords collectifs. Je ne reviens pas sur le premier, c'est le principe de faveur, je viens d'en parler. Le deuxième, c'est la règle majoritaire. La moindre des choses, si on donne plus de poids à l'accord collectif, c'est la règle majoritaire. Eh bien, est arrivé le référendum. Le référendum, on le sentait venir, mais pas tout de suite. Il était dans le programme des Républicains. Pourquoi on le sentait venir? Parce qu'on construit une réforme
on annonce un nouveau code du travail qui va être construit sur les accords collectifs, et on sait très bien qu'il ne va pas être facile d'avoir beaucoup d'accords collectifs majoritaires. Parce que dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup de branches, on n'aura pas la majorité pour conclure l'accord collectif. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il a suffi de l'échec de l'accord sur le travail du dimanche à la FNAC pour qu'on lâche le référendum. Mais le référendum, ça c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore et dans 2, 3, 4 ans, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Et le risque c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre complètement de côté les syndicats. Parce que, et ça c'est aussi un faux semblant très difficile, parce que intuitivement on se dit c'est bien le référendum, c'est bien de consulter les salariés. Eh bien, le référendum, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne conduit pas forcément à une solution juste. Pourquoi? Parce que le référendum, d'abord, souvent, ça se fait à chaud et dans un contexte de chantage à l'emploi ou de difficultés économiques. Ensuite, les salariés, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas l'expérience des délégués syndicaux qui négocient régulièrement tous les ans. Ils n'ont pas cette expérience, ils n'ont pas cette formation. Un accord collectif, puisque l'idée c'est que l'accord collectif serait, entre guillemets, validé dans certains cas par référendum. Mais un accord collectif, c'est très compliqué souvent. Parfois, c'est plus compliqué qu'une loi, même souvent. Est-ce que le salarié de l'entreprise, qui n'a pas du tout de formation sur ces sujets, est-ce qu'il va être capable, de façon éclairée, de répondre à la question posée dans le référendum dans son intérêt? Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Donc, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque pour les syndicats, bien sûr, mais aussi pour les salariés. Et puis, il y a un troisième verrou. Le troisième verrou, c'est de permettre aux salariés de dire non. De dire non aussi à l'accord collectif qui a été conclu dans son entreprise. De dire, moi j'ai mon contrat de travail qui dit ça, qui fixe ma rémunération, moi je ne veux pas qu'on y touche. Moi j'ai mon contrat de travail qui fixe ma durée du travail, moi je l'ai signé mon contrat, je ne veux pas qu'on y touche. Et là, il y a un dispositif qui m'inquiète aussi, c'est le dispositif sur les accords de maintien de l'emploi. Alors, c'est quoi l'idée? Aujourd'hui, ça existe déjà. C'est l'idée qu'aujourd'hui, actuellement, on peut conclure un accord collectif qui va toucher à la rémunération des salariés ou à la durée du travail, y compris à la baisse, lorsque l'entreprise a des difficultés économiques graves. Okay? Et le salarié qui refuse peut être licencié sans possibilité de contestation du motif de son licenciement. Okay? C'est aujourd'hui un licenciement pour motif économique, mais très très allégé. Bon. Qu'est-ce qui est prévu dans le projet de loi et qui, moi, m'inquiète beaucoup? Il est prévu qu'il n'y aura plus besoin de difficultés économiques graves pour conclure un tel accord. Il suffira que l'accord soit conclu en vue de maintenir ou de développer l'emploi. Mais vous imaginez comment c'est flou. En vue de maintenir ou de développer l'emploi. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les accords collectifs, il y a de plus en plus de préambules. Bon. Mais peu importe. Ça veut dire qu'on va écrire dans le préambule de l'accord collectif, sur les congés payés, par exemple, un accord sur les congés, ou un accord sur les astreintes, ou sur n'importe quel sujet. On va écrire que l'accord il est conclu en vue de maintenir ou de développer l'emploi. Eh bien, le seul fait d'avoir écrit dans l'accord qu'il est conclu en vue de maintenir ou de développer l'emploi, va faire que le salarié qui refuse va être licencié, va pouvoir être licencié, sans possibilité de contester le motif du licenciement. Et en plus, dans le projet actuel, on n'applique même plus le droit du licenciement économique. On applique le droit, on va dire, classique du licenciement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de reclassement. C'est tout à fait redoutable. Sachant qu'il est écrit dans le texte qu'on ne touche pas à la rémunération mensuelle des salariés. Mais imaginez que l'accord augmente le temps de travail
Il va augmenter le temps de travail dans l'entreprise. On va maintenir la rémunération mensuelle des salariés. Mais de fait, c'est une baisse de salaire, bien évidemment. Donc c'est tout à fait redoutable. Donc il est très important, pour moi c'est le troisième garde-fou, il est très important de permettre à chacun des salariés de dire non en vertu de son contrat de travail. C'est ce qu'on appelle en droit la force obligatoire des contrats. Quand on conclut un contrat, il reste obligatoire. Et un accord collectif ne peut pas revenir là-dessus. Et puis le troisième faux semblant, mais je peux arrêter là parce que je suis peut-être trop long, j'ai pas regardé l'heure. Oui, on va passer. Non, mais le troisième faux semblant, mais ça j'en dis un mot, c'est cette idée qu'il n'y a rien de mieux qu'un droit qui est défini dans l'entreprise. C'est cette idée que la loi, c'est cette sorte de délégitimation de la loi. Aujourd'hui, quand on parle de la loi, souvent on associe la loi à l'interventionnisme étatique. Parfois on dit la loi, c'est l'État jacobin. Oui, il y a une sorte de cette idée que la loi, le Parlement n'est plus légitime. Mais la loi, ce n'est pas que l'État jacobin. La loi, c'est aussi l'idée de loi commune. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est très important dans une société d'avoir des lois communes. Et c'est redoutable quand la loi, elle est définie entreprise par entreprise. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut priver les entreprises de toute possibilité d'adaptation. Je dis simplement qu'il ne faut pas aller vers une philosophie qui fait que le droit, il est défini entreprise par entreprise. L'accord d'entreprise, ça peut être redoutable. J'ai dit tout à l'heure, il y a le dumping social. Il y a une autre critique qu'on peut faire à l'accord d'entreprise. C'est que, et là, je pense que Gérard Filoche a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus, mettez-vous à la place du juge ou de l'inspecteur du travail. Si on a un droit différent dans chaque entreprise, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour contrôler le respect du droit du travail? Aujourd'hui, c'est déjà pas simple avec la loi. Mais si, à chaque fois que vous avez un salarié différent, enfin un salarié d'une entreprise différente, vous avez un droit différent, vous imaginez la complexité qu'il y aura à contrôler le respect du droit du travail. Voilà, donc pour terminer, moi je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut rien faire, je pense qu'il y a des choses à faire. Je ne suis pas du tout en train de dire que le code du travail est parfait. Mais en tout cas, les solutions qui sont préconisées, pour l'essentiel dans cette loi, il n'y a pas que des mauvaises choses, bien entendu, mais enfin pour l'essentiel, ne me semblent pas du tout aller dans la bonne direction. Voilà.